Bienvenue à ce nouvel épisode de Brûlure et Renaissance. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une invitée remarquable, professeure Dieynaba Ndiaye. Bonjour. Bonjour Fanta. J'ai envie de commencer par savoir qui est Dieynaba Ndiaye en tant que professeure, en tant que femme. Merci d'abord, merci de m'avoir invité à partager quelques moments avec vous dans le cadre de ce podcast Brûlure et Renaissance. Merci. Alors, Dieynaba Ndiaye, et ici on m'appelle Ndiaye, en bon québécois. Oui. Je suis une femme canado-québécoise d'origine sénégalaise et qui a vécu, je veux dire, la moitié, en tout cas une partie de mon existence au Sénégal où je suis née, j'ai grandi, j'ai étudié, et une autre partie de mon existence un peu à l'international, en Europe et en Amérique du Nord, notamment au Canada. Je suis maman de 3 filles, 3 filles extraordinairement bien. Je suis aussi une femme engagée, en tout cas, je me définis comme étant une femme engagée, panafricaine engagée, mais dans le vrai bon sens d'engagement et dans la recherche des solutions concrètes pour faire bouger les choses. Je suis juriste de formation. Juriste, cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'ai fait toutes mes études en droit au Sénégal d'abord, où j'ai obtenu une maîtrise en droit des affaires il y a quelques années. Après, j'ai commencé un DEA en relations internationales, sciences politiques, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle même plus parce que là, je vieillis. Ensuite, j'ai fait... et c'était en droit privé. Alors, à un moment donné, dans mon processus d'immigration, je vivais en Europe, précisément en Italie, à Milan. J'ai décidé de changer de bord. J'ai décidé de changer de domaine et j'ai fait un programme court en immigration. J'étais interpellée. C'était la première fois que j'étais immigrée. D'accord. Alors, je me questionnais beaucoup sur la garantie des droits fondamentaux des immigrants, des étrangers. Je m'interrogeais sur les statuts et surtout en Europe, comme vous le savez, les politiques d'immigration, quand même, surtout à l'époque, un peu compliqué et ça allait davantage aujourd'hui. Mais à l'époque, ça a commencé vraiment. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai changé de domaine, donc passer du droit privé au droit public. J'ai fait un master 2 à l'université de Nantes que j'ai fait alors que je vivais à Milan. Donc, je l'ai fait ce master à distance et puis j'ai fait un mémoire de recherche. D'accord. Donc, Nantes, la ville en France. En France. Et après, je voulais commencer une thèse de doctorat à l'époque avec ma directrice de mémoire qui était à Strasbourg. Et il y a eu le projet de déménagement au Canada, donc de venir nous installer avec ma famille, donc à l'époque, le papa des enfants et mes filles. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis inscrite à l'Université Laval, à la faculté de droit, où j'ai repris mes études de droit, toujours. Toujours, et en public, toujours. Toujours. J'ai fait un DSS en droit fondamentaux ici. Écoute, je me suis inscrite en baccalauréat en droit tout en faisant un doctorat en droit. Je faisais n'importe quoi, comme toujours. Et je me suis diplômée. Donc, je suis docteur en droit de la faculté diplômée, justement, de la faculté de droit de l'Université Laval. Ce qui fait que dans mon parcours de juriste, de droit privé au droit public, j'ai eu la chance, en fait, d'évoluer dans 3 cultures juridiques différentes, 3 milieux différents. Et c'est une richesse pour moi et ça me permet justement de développer cette culture générale juridique-là, droit africain, droit sénégalais, droit européen, puis droit nord-américain, précisément droit québécois, droit canadien. D'accord. Donc, à l'université Laval, c'est ça, vous êtes devenue doctorante? Docteur. Docteur. Oui, j'étais doctorante. Oui, puis c'est docteur. C'est doctorante, c'est durant la phase de formation. Exactement. Et une fois qu'on a soutenu et qu'on a eu... on est reconnu, on a un PhD en droit. Parce que je suis toujours perdue entre professeur, docteur et maître. Mais aujourd'hui, est-ce que
vous pouvez revenir juste sur les titres hein, pour justement distinguer, vu que vous avez jonglé entre, on va dire, 3 milieux Oui, différents du droit, droit oui, public, droit privé, puis là on parle de droit des migrants. oui. Juste nous revenir sur les titres aujourd'hui sur professeur Jaina Bandiaï. Oui, ben merci Fanta. Professeur agrégé de droit à l'Université du Québec à Montréal, donc à la faculté de Sciences Po et de droit. D'accord. Je veux dire, j'y évolue depuis quoi, 6 ans 6 ans. à l'université. Je suis à ma 6e année. Ensuite, j'ai demandé un permis spécial pour intégrer le barreau. Donc, je suis membre du barreau du Québec pour justement lier la recherche, l'enseignement et la pratique. Ça m'aide énormément dans mes enseignements. Ensuite, depuis quelques mois, j'ai pris la direction des programmes d'études des cycles supérieurs au département des sciences juridiques dans ma faculté. Comme vous le savez, hein, quand on est professeur ici au Canada, en tout cas à l'UQAM, nous, on a 3 tâches professorales: l'enseignement, la recherche et le service aux collectivités. D'accord. Donc, l'enseignement, ce sont nos cours, les cours que nous créons, les cours que nous développons. La recherche, ben, je le fais à travers la publication d'articles. J'ai créé un groupe de recherche, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. D'accord. Mais je suis dans la formation de la relève aussi pour la recherche. Et le service aux collectivités, c'est s'impliquer au niveau des comités internes. Parce que nous, on fait de la gestion collégiale. D'accord. À l'UQAM. Quand vous dites comité interne, c'est au niveau de l'université même. Oui. D'accord. Oui, c'est-à-dire des postes de direction, par exemple. Donc, des postes de direction, comme je le mentionnais tout à l'heure, on a adopté cette formule-là de gestion collégiale où on a une responsabilité, en fait, des responsabilités administratives, en fait. Je sais que c'est pratiquement comme ça un peu partout à travers le monde, mais à l'UQAM, c'est un peu particulier. Et ben, je suis dans un comité EDI. Quand je dis interne, je dis département, faculté, mais je dis aussi à l'échelle de l'UQAM. De l'UQAM même. Où je m'implique énormément. Donc, je suis dans le syndicat de l'UQAM. Hein, je co-coordonne. Comme une bonne syndicaliste. Comme une bonne syndicaliste. Je co-coordonne le comité syndicat des professeurs, donc le SPUC, comité de lutte contre le racisme, où je le coordonne avec quelques collègues pour faire bouger les choses, donc pour faire de la recherche, documenter et surtout essayer de trouver des solutions. Ça, c'est des chapeaux, en fait, si je peux dire ainsi, des chapeaux qui nous permettent de réaliser, en fait, notre tâche professorale. Et la particularité, moi, de ce que j'ai fait, en fait, parce que parfois on me dit, mais elle est partout, elle en a beaucoup. C'est une belle critique, je trouve. Elle est partout. Non, mais de toute façon, moi, je trouve que ce qui est important dans tout ça, c'est comment moi je me sens à l'intérieur de ces différentes tâches-là, et je me sens extrêmement bien. Je me sens bien parce que je suis dans l'utile. J'essaie de contribuer à ma manière, justement, de cet engagement-là que j'ai pris il y a quelques années d'être enseignante. Donc, d'être professeure de droit, de former la relève, de former des juristes. Et j'essaie de leur donner des outils nécessaires, justement, pour que ces juristes-là, surtout à l'UQAM, des juristes épris de justice sociale, qui posent des actes concrets, qui résolvent des problèmes concrets. Et c'est dans cette dynamique-là que j'ai plusieurs tâches. Mais il y a une certaine cohérence dans tous mes différents chapeaux, parce que cela me permet d'être moi, d'être une femme juriste, mais pas que, une femme juriste accomplie, dans le sens que je vois évoluer la jeunesse, je vois évoluer mes étudiants. J'ai 5 étudiants au doctorat, 4 à la maîtrise. J'ai des étudiants qui sont sous ma supervision. J'ai une stagiaire postdoctorante qui est aussi avec moi, qui fait de la recherche avec moi. Personnellement, je parle même pas, c'est encore de mon groupe de recherche. Donc, tous ces différents chapeaux-là, ou tous ces titres-là, si je peux dire ainsi, ont un lien commun. Oui, il y a un pont, en fait, entre tout. Et ça, c'est moi, c'est mon être. Oui. C'est Jainaba. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que toi, tu peux faire concrètement pour faire bouger les choses? C'est excellent. Là, je comprends que
au-delà, en fait, d'être professeur, de dispenser des cours, tu as voulu joindre l'utile à l'agréable tout en étant investi. Et justement, j'avais envie qu'on soulève 2 points. Le premier, qu'est-ce qui t'a poussé vers le droit? Parce que tu es très axé droit. Et le second point, tu parlais des politiques, par exemple, migratoires, tu te sens très investi. Si tu peux revenir là-dessus. Oui, pourquoi le droit? Je disais dans une entrevue récente, je pense que je ne pouvais pas faire autre chose que du droit. Quand j'y pense, je me dis, ça doit être ça. Ça doit être vraiment ça. D'autant plus qu'au début, j'étais plus, moi, j'ai fait la série C, scientifique. Oui. Donc, je voulais pharmacie, médecine. Je suis toujours dans comment faire scientifique. Mais ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, là. Quand je fais la reconversion, c'est ça, j'ai commencé au lycée, justement, la seconde C, première C. Après, j'ai viré de bord. Mais je vire de bord de toute façon tout le temps. Pour, justement, aller chercher le droit qui, au début, n'était pas... Mais par contre, je savais que je voulais enseigner. Je savais que je voulais impacter, en fait, les gens qui sont autour de moi positivement. Et c'est grâce à mon père. Ma mère, elle est extraordinaire. Sans ma mère, je ne serais pas là. Puis, merci d'être là. Puis, je prie pour qu'elle ait une très, très longue vie, ma maman, à moi. Machallah. Mon père, qui n'est plus là, mon défunt papa, qui est décédé et qui était mon meilleur ami. Mon père m'a fait comprendre l'essentiel, un bon mouride. Mon père était équilibré. Il était autant intellectuel qu'un bon mouride. Et il m'a fait comprendre l'utilité et l'essence d'une vie. À quoi ça sert de vivre? La mission d'une vie. La mission d'une vie. Et ça m'a dirigé un peu vers le droit. Et je le disais, mon grand-père, quand on discutait, justement, quand j'ai commencé mes études, puis on parlait de perspective, il me dit, mais tu peux être une bonne juge. Et mon père, lui, il me disait, une bonne avocate. Il me dit, tu argumentes trop, tu argumentes tout le temps. Tu peux être une bonne avocate. Et donc, la justice. Fanta, moi, je déteste l'injustice. Donc, je peux dire, dans le fond de ton être, tu es éprise de justice. Je ne supporte pas l'injustice. C'est ce qui t'a conduit vers le droit. Pour la communauté. Et pour d'abord des gens qui me sont proches, pour la communauté, pour l'humanité. Pour l'humanité. Moi, je suis dans les combats, là. Donc, tu es une grande humaniste. C'est excellent. Oui. OK. Et justement, dans cet esprit d'engagement et d'humanisme, là, dans un de tes chapeaux, moi, j'aimerais qu'on zoome ensemble, justement, cette énergie que tu dégages. D'accord. Pour défendre le droit de certaines personnes. Je sais qu'on n'est pas dans l'exclusion, plus dans l'inclusion. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire en plus par rapport à ton engagement dans les faits aussi, ce qui a pu être réalisé, peut-être? Oui, mais quand on était pris de justice et qu'on est femme, il ne faut pas qu'on oublie ce que nous sommes. Nous sommes des femmes noires, femmes musulmanes, on se décrit, on se définit. Femmes talibé mourides, on se définit. Après, les autres nous diront, est-ce qu'on rentre dans le camp ou on rentre pas là? Bon, je leur laisse cette liberté-là. Oui. Ce qui se passe actuellement. Exactement. Alors, comme je le disais, quand on est pris de justice, on est dans les combats. Pourquoi on est dans les combats? Parce que il faut aller chercher les droits, là, il faut se battre pour les acquérir. Rien nous est servi sur un plateau d'argent. Et très jeune, je le dis souvent, les gens qui m'ont vu évoluer, qui m'ont vu grandir, me définissent comme une guerrière, comme une rebelle, comme une personnalité assez particulière qui ne se conforme pas, qui n'aime pas l'autorité. C'est possible, certainement, mais c'est dû à une chose, c'est-à-dire je refuse systématiquement l'injustice, d'où c'est qu'elle provienne. Et si ce n'est pas l'injustice envers moi, c'est l'injustice envers les gens, l'injustice envers mes étudiants, l'injustice envers les femmes, l'injustice envers les hommes, l'injustice envers l'être humain, pour le respect des choix des uns et des autres.
quand je dis le respect, laissez-moi la possibilité de choisir mes combats parce que je voulais choisir les vôtres. OK. Et ça, c'est une question de respect et de principe. Et de liberté aussi. De liberté. Mais oui, de liberté surtout. Alors, le destin, ou en tout cas mon cheminement, parce que comme je vous mentionnais tout à l'heure, j'étais en droit des affaires, puis là, je suis en droit de l'immigration. Oui. Voyez, droit de l'immigration, migration africaine, internationale, toujours dimension juridique, mais surtout, là, à l'UQAM, j'enseigne à mes étudiants du bac, à mes étudiants de maîtrise, donc de second cycle, des cours de droit québécois, voilà, droit québécois, droit canadien, donc toutes ces questions avec le droit administratif, le droit d'immigration, les enjeux constitutionnels, etc., la common law, tout dans mon champ de spécialisation. Mais ce qui revient tout le temps, c'est pourquoi un être doit être discriminé parce qu'il est noir, parce que c'est une femme, son genre, parce que il est en situation de handicap, parce que. Et si c'est qui a le droit de faire ça, en fait? C'est ça ma question. Qui a la primauté de décider pourquoi vous voulez décider pourquoi vous voulez me mettre dans une bulle, dans une catégorie, et c'est vous qui définissez la catégorie, vous me renfermez dans cette catégorie-là et que vous décidez de ce que je suis et de ce que je dois être. Ça, systématiquement, c'est mon cerveau qui dit non, niet, cela ne passe pas. Et c'est comme ça que je fonctionne dans ma vie de tous les jours. Donc, j'ai des combats que je mène qui sont des combats essentiels. Ces combats-là, ce sont des combats souterrains. Ce ne sont pas des combats visibles. Visuels. Parce que quand on reste dans le concret, ces combats-là, on les mène sous la table. Et on a des résultats. Et c'est ça qui me motive tous les jours, justement, de me dire, oui, on a une petite victoire. Il y a quelqu'un il y a un étudiant qui devait être exclu, il n'est pas exclu. Il a pu renouveler son permis d'études. Il y a une femme qui était sur le processus de divorce, mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et on l'a aidé. Il y avait un homme qui avait besoin. On l'a accompagné dans son processus pour faire son parrainage. Finalement, il a pu réunir sa famille. Voyez, ça, ce sont des choses extrêmement concrètes. J'ai un étudiant qui devait faire son examen, qui n'a pas pu le faire, qui rentre pas dans les règles pour la reprise d'examen, avec qui je discute, je parle, qui me dit... Et moi, quand je dis mes étudiants, j'ai cette chance-là d'avoir des étudiants de tous les horizons. Vous me voyez avec mes étudiants québécois du Lac-Saint-Jean, vous avez la même attitude avec mes étudiants qui proviennent du Sénégal, avec les mêmes études. Mais je n'ai pas de barrière. Moi, je me définis comme étant une femme... une citoyenne mondiale, internationale. Donc, je n'ai pas de frontières géographiques. La géographie ne me délimite pas. La couleur de la peau n'est pas pour moi un élément essentiel pour déterminer qui est l'individu. Je vais aller chercher cet individu-là, le plus profond de l'individu, un être humain. Et qu'est-ce que moi, à ma qualité, à toute l'expertise que j'ai pu développer, alhamdoulilah, machallah, toute la spécialisation, parce que c'est un privilège. Il faut se le dire, là. C'est commencer un processus et arriver à un stade où tu as la chance d'exercer le travail que tu aimes faire. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas parce que tu es spécial ou tu es la meilleure. C'est un concours de circonstances. C'est sûr que le travail est là, la rigueur est là. Quand on veut y arriver, il faut se donner les moyens pour y arriver. Il faut se lever tôt, il faut bien travailler. Il y a pas de compromis pour la réussite. Mais une fois que ça c'est fait, après, il y a autre chose qui vient. Cette autre chose qui vient compléter, c'est tout ce qui est autour de nos réseautages, de des gens avec qui on évolue ensemble, le link qui nous permet justement de réaliser. On s'est connus. Quand tu m'avais référé un étudiant, à l'époque, je faisais c'est ça, à l'époque, on ne se connaissait pas physiquement. Physiquement, oui. C'est ça, mais tu m'as référé parce que j'ai entendu parler de toi. C'est ça. J'ai bâti cette réputation à l'Université Laval, alors que j'avais un petit centre de mentorat que je coordonnais à la faculté de droit pour justement accueillir les personnes étudiantes qui venaient d'autres disciplines que le droit et des étudiants qui venaient de l'international. Donc, qui avaient des enjeux de réussite, et il faut se le dire, mais ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas bien formés ou n'avaient pas le diplôme. C'était justement, ils n'étaient pas adaptés. Il fallait une certaine intégration académique pour comprendre et les prendre un étudiant à la fois, puis faire l'accompagnement avec ces étudiants-là pour qu'ils comprennent un cours de méthodologie. C'est comme ça, la méthodologie juridique,
Les techniques d'enseignement sont différentes. Il y a des aspects qui sont différents. Moi, j'ai fait 3 milieux universitaires différents. J'ai la chance d'avoir étudié en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Donc, je peux faire facilement la comparaison. D'accord. Donc, cette réputation-là est partie de la prise en charge. Pourtant, c'était vraiment un petit mandat. En ce moment-là, j'enseignais parce que j'ai eu des mandats. Donc, j'enseignais en même temps à l'université alors que je faisais ma thèse de doctorat avec mes 3 enfants. Et j'étais dans toutes sortes. Je m'impliquais. Vous avez vu, je m'impliquais j'allais dire, à l'université, à l'association des parents étudiants. À un moment donné, c'est moi qui présidais en 2019 quand on a adopté la politique pour la première fois au Québec, au Canada, une politique familiale pour accommoder les parents étudiants. C'est moi qui présidais cette association-là où j'ai évolué. Mais c'était pas mon travail, c'était un travail d'une dizaine d'années d'étudiants, maman étudiante, papa étudiant qui ont travaillé durement au fil du temps pour arriver à cette conclusion-là. Et ça, à travers le COPAC, mon implication au collectif, j'étais très, très présente un peu partout. Et parfois, mes amis me disent, à quel moment de la journée tu dors? On me pose tout le temps cette question-là. Je dis, ce que vous ne savez pas, c'est que il faut savoir déléguer. Il faut savoir collaborer. Il faut développer des équipes. Il faut développer des gens. Un écosystème. Un écosystème pour évoluer ensemble. Parce que personne, et je le dis avec le P majuscule, personne ne peut faire toute la job. Ça, c'est du ressort de quelqu'un que nous connaissons tous, qui est Allah. C'est tout. Nous, on est juste des êtres humains. Donc, il faut s'entourer, bien s'entourer et surtout faire confiance aux gens avec qui on travaille. Ça permet de donner des résultats qui sont des résultats concrets. Puis, dans l'égalité, comme je le mentionnais, dans la justice sociale. Et dans le respect. Et dans le respect, simplement. Je suis très admiratrice, là. C'est vrai que on se connaissait virtuellement. Oui. Mais là, je découvre quand même une personnalité, là, forte, complexe et très intellect. Vous êtes très intellect. Je pense de par la formation que vous avez géographiquement, là. Ouais. Et là, j'aimerais juste, en tant que femme noire, je pense que vous êtes la première femme noire professeure à l'université, si je ne me trompe. En fait, j'avais lu un article en ce sens-là. Quels sont les défis? J'imagine qu'il y en a plein, là, par rapport à tout ce que tu as énuméré, mais les défis au quotidien, les défis, tu sais, en tant que femme noire, musulmane. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager, en fait, et qui pourrait nous dire, moi, je connais un peu, mais pour celles qui ne te connaissent pas, qui vont te découvrir justement à travers cet épisode. Oui, alors, merci. Femme noire dans un contexte, parce que quand on est au Sénégal, on n'est pas femme noire, on est femme tout simplement. Mais les enjeux demeurent les mêmes. Je discute avec mes collègues professeurs au Sénégal, au Maroc, partout. C'est les mêmes enjeux quand on est femme et professeur. Ça, je peux vous le garantir, là, ça change pas. La particularité ici, et quand je le dis, je rigole beaucoup de ça, c'est quand j'ai obtenu mon poste, ma page Facebook, les amis, c'est passé de 200 parce que je n'étais pas très connue. Pas trop visible. non, mais j'ai une vie extrêmement remplie. Okay? Quand on a des enfants, je suis maman, puis j'adore mes enfants. Puis pour moi, c'est ma première responsabilité. Après, ils me disent, maman, tu parles trop au téléphone. Il faut que tu te déconnectes, il faut que tu reviennes sur Terre. Et ça, c'est heureusement qu'elles sont là d'ailleurs pour me réguler, pour me remettre un peu à l'ordre. Donc, j'ai une vie remplie. Comme étant maman, puis si je suis fille, ma mère est là, elle a besoin de moi, je fais de la projet-danse en ligne, elle n'est pas physiquement, voilà, il y a tous ces défis-là. Mais quand j'ai obtenu mon poste, l'Université Laval avait publié, j'ai eu un très, très bon parcours à l'Université Laval, à la faculté de droit, très, très belles expériences, vraiment, de très, très bons rapports avec mes collègues d'aujourd'hui qui étaient à l'époque mes professeurs et les étudiants. Donc, j'ai encore ce link-là, j'ai encore ce sont mes frères, mes sœurs, là. On se fréquente encore, là, les gens avec qui j'ai fait mes études doctorales à la faculté de droit. Alors,
Donc, ils ont fait une publication dans les réseaux, professeur Diaye, etc. A obtenu son poste de professeur. Et tout le monde m'écrivait, tout le monde voulait m'ajouter. Je dis, bon, OK. À un moment donné, les gens voulaient me rencontrer. Alors, je dis à un de mes amis qui est prof à la fac de droit, j'ai dit, mais je ne savais pas que j'étais autant nulle, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, je viens de gagner c'est quoi, c'est un concours? C'est quoi ce délire? Je comprends. C'est ça, c'est tellement normal. C'est un processus, ce sont des concours, tu appliques. Au poste de prof, là, c'est pas je suis la fille d'un tel prof. Ici, le système, c'est un système méritoire. OK? Et tu construis ton curriculum. Tu bâtis, en fait, ton cheminement à travers la formation, à travers l'enseignement, la recherche que tu fais, l'implication. Ce sont des critères d'évaluation qui sont des critères d'évaluation objectifs et très concrets. Alors, donc, de ce point de vue-là, je savais qu'il n'y avait pas un enjeu parce que je remplissais les coches. J'étais embauchée par des collègues. J'ai été embauchée par une université qui est l'une des meilleures universités du Canada. Donc, c'était pas ça l'enjeu, mais je ne comprenais pas tout l'engouement et toute la... On est au Québec. On est au Québec. Voilà, pour venir, justement, on est au Québec. Puis là, il me dit, attends, Djenaba, on va regarder une chose. On va regarder l'Association des professeurs de droit au Québec. D'accord. On va trouver tout de suite la réponse. M'a dit, ouais, OK, on est tant de profs. Je dis, ouais. Elle dit, à ton souvenir, on est combien de femmes? Femmes. Je dis, ben nous, à la faculté de droit, la majorité des profs étaient des femmes. Donc, il n'y avait pas d'enjeu. La majorité. Des femmes à la faculté de droit de l'Université Laval. Je dis, ben, les femmes ont, avec le temps, vraiment intégré les facultés de droit. Et c'est très bien, ici comme ailleurs. Elle dit, oui, mais il y a combien de femmes noires? Je dis, je sais qu'en 2018, j'avais fait une conférence sur la présence des femmes en milieu académique. J'avais fait un peu de recherche parce que j'avais utilisé comme l'Université Laval comme un terrain de recherche et j'ai compris qu'il y avait une certaine carence. Mais c'était professeur de tout, pas professeur de droit, c'était professeur de tout. D'accord. Donc, j'avais trouvé une qui était travail social, l'autre, une femme doyenne, à l'époque d'ailleurs, de la faculté de médecine. Et à l'époque, là, je disais, il y a un problème de représentativité, là. Les femmes ne sont pas présentes en milieu dans les sphères les plus avancées, comme professeur, comme des postes de direction, etc. Donc, j'ai une idée, honnêtement, de comment les femmes étaient représentées ou étaient sous-représentées. Mais là, il me dit, allons voir les femmes noires dans les différentes, parce qu'on a 7 facultés. Faculté, c'est Laval, Sherbrooke. Et là, on regarde, puis il me dit, ben, écoute, il y en a une qui est à McGill, que j'adore, qui est une grande sœur pour moi. Il me dit, oui, à part elle, c'est toi. OK. Est-ce que tu es satisfaite maintenant de ta réponse? Je dis, c'est pas que je suis satisfaite, c'est que je comprends l'engouement maintenant parce que c'est comme mon LinkedIn, je suis à 4500 de je ne sais pas quoi. Moi, j'étais à 200, 300. C'est extraordinaire. Après, on peut interpréter ça différemment. Tu sais, les réseaux sociaux, il y a des aspects positifs, négatifs. Il y a tout un ensemble d'éléments, de facteurs qui font que les gens te suivent pas. Ben, moi, c'est pas un critère pour moi qui est important. Quand j'envoie un article sur Facebook, que ça soit liké par 20 personnes, que ça soit liké par 2 personnes, moi, c'est pas mon problème parce que mon mandat, c'est pas le nombre de likes. C'est le message que je veux transmettre, le contenu, parce que je suis dans la formation. Donc, je veux éclairer des gens qui n'ont peut-être pas accès au milieu académique ou à certaines informations qui me semblent cruciales. Mais c'est moi. Donc, je livre ce contenu-là pédagogique. Et s'il y a une personne qui l'a lu, qui n'a même pas besoin de liker, pour moi, cette personne-là, si elle l'a lu, pour moi, mon objectif est atteint. Donc, il y a personne qui peut me challenger, elle a publié, ne likez même pas. Ne likez même pas. Cela ne m'intéresse vraiment pas, les likes et tout le reste. Moi, comme je dis, je suis dans le concret, puis le concret, ça se mesure autrement. Oui. Et donc, ce qui fait que quand je suis entrée en fonction, il y avait quand même une certaine responsabilité qui m'est venue après, alors que je n'étais pas, je ne m'étais pas préparée pour ça. Moi, je veux juste être prof. Je veux juste rencontrer mes étudiants. C'est ma passion. Je veux construire des savoirs, des connaissances, co-construire d'ailleurs, parce qu'on est dans la co-construction. Je veux juste partager des savoirs. Je veux pousser les limites de la recherche scientifique, trouver des solutions avec des différentes perspectives, d'une dimension critique, m'interroger, comprendre. Moi, je suis là-dedans. Je suis en plein là-dedans. Alors, notre mission, c'est vraiment, était là. Puis au début, je refusais cette mission-là de, ouais, t'es femme noire, t'es quand même
comment on appelle, le plafond de verre, tu l'as défoncé. Oui, parce que c'est quand même une fierté, Jainaba. Peut-être tu ne l'as pas mesuré à l'instant T, Peut-être, ouais. parce que absorbé par ta passion, l'objectif, Ouais. mais quand même, c'est une fierté pour la diaspora ici au niveau du Canada et puis du Québec aussi, mais au niveau du Sénégal ou de l'Afrique, c'est quand même une fierté. Donc, d'où peut-être ce nombre ou cette implosion Oui. d'abonnés, là, que ça soit sur Facebook. mais moi, je suis fière de t'accueillir. Je suis fière de dire, j'ai eu à rencontrer professeur Ndiaye, que j'ai appelé maître, que j'ai appelé, je sais pas, docteur, là, parce que pour moi, ça fait pareil. Elle reste Exactement. une femme d'idées, une femme de terrain et surtout authentique. Et justement, tu en parlais, là, t'as pas besoin d'être mesuré par un nombre de likes, ta performance ne se limite pas là. Et ça, pour moi, c'est une marque très, très authentique, en fait. C'est une valeur en soi et qui permettent aux autres de s'inspirer, peut-être par ton cheminement, de pouvoir se démarquer. Mais je pense que tu as eu ta réponse, comme disait ton collègue. Oui, oui, d'autant plus que quand j'ai eu mon agrégation, En plus. mais tu sais, le système est différent. Là. En Afrique, on a le CAMES. Ici, on a un système aussi très, très rigoureux. Quand tu déposes ton dossier d'agrégation avec un comité interne, externe, on a des livrables. Donc, combien de cours tu as créé, que c'était avec les 3 tâches professorales, l'enseignement, la recherche, service aux collectivités, et c'est mesuré. Alors, c'est pas comme... Et quand j'ai reçu mon rapport qui me disent tu as fait ton travail de manière remarquable, tu as fait au-delà de ce qui t'avait été demandé, dans un contexte où moi, j'ai commencé mon emploi à l'UQAM en temps de pandémie. J'ai dit, je suis le produit pur de la pandémie de COVID-19. J'ai soutenu ma thèse pendant la pandémie. Je suis entré en fonction pendant la pandémie. Donc, il y avait tous ces enjeux-là, mais malgré tout ça, à la fin du processus, j'ai reçu mon rapport avec une très belle, vraiment une fierté et une certaine reconnaissance parce que, comme je l'ai dit, je le fais parce que je suis bien entourée, parce que j'ai des enfants, parce que, voilà, j'ai évolué dans un cadre familial qui me permet et amical, qui m'a un environnement institutionnel aussi, qui me donne les outils nécessaires pour pouvoir arriver à cette stade-là. Et quand j'ai eu mon agrégation, c'est là où c'est parti dans les réseaux et les gens ont publié sans me demander mon point de vue. Ce qui s'était passé réellement, c'est que, c'est ça, la première femme noire d'origine étrangère, professeure agrégée de droit dans toutes les facultés de droit des universités du Québec. Ça résonne fort. Ça résonne fort. Mais c'est pas que ça résonne fort parce on n'est pas là. Je ne suis pas dans ça. Et je leur ai dit que je n'étais pas dans ça parce que moi, ma mission maintenant, c'est, comme je le dis, dans mes salles de classe, j'ai la diversité. Moi, j'ai des étudiants de partout, puis j'aime avoir des étudiants de partout. Et mon rôle à moi, c'est justement de faire en sorte qu'une étudiante qui vient je ne sais pas, de Montréal et qui veut cheminer, qui veut être une bonne juriste, je l'accompagne dans ça. Donc, et je le fais tous les jours que je vois les résultats. J'ai enseigné à l'Université Laval. À l'époque, je faisais mon doctorat. J'ai des étudiantes qui sont devenues des avocates avec qui j'évolue. Vous voyez? Donc, ça, c'est très concret. Mais c'était ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'est on va en parler pour servir justement à cette jeunesse-là qui parfois perd un peu les repères ou manque de référence. On est dans un contexte, quand tu vis à l'étranger, quand tu fais partie d'une certaine diaspora et que il y a des enjeux d'intégration. Les enjeux d'intégration, ce sont des enjeux auxquels nous faisons face tous les jours. Tous les jours. Voilà. On a de la chance de ne pas avoir le problème de la langue. On est tous francophones, les gens qui viennent du Sénégal, entre autres. Mais on a les enjeux d'intégration culturelle, sociale, les défis de tous les jours, que tu sois professeur, que tu sois médecin, infirmière, préposé, ce sont les mêmes réalités quand on est... déjà, on est très loin de nos familles, on est très loin de notre pays d'origine. On vit dans notre pays d'adoption, qui est notre deuxième pays, qui fait partie de nous autres. Là. Quand on a choisi le Québec, c'est parce qu'on a... En tout cas, moi, je le dis, j'ai choisi le Québec, j'ai choisi le Canada, parce que je pense que ça... je le dis souvent, si je devais renaître,
Si on me C'est ça. demandait de renaître dans un pays autre que le Sénégal, je dirais le Canada et le Québec. Au Québec. Parce que ça rencontre mes valeurs, ça rencontre... Après, il y a des enjeux, il y a des problèmes, les raisons pour lesquelles on continue de travailler là-dessus pour bonifier, pour que les gens puissent, pour le mieux vivre ensemble soit une vraie réalité et qu'on arrête de diviser les populations, de polariser les uns contre les autres, les immigrants, c'est pour la faute aux immigrants, etc. Donc, et dans cette dynamique-là, quand on m'a dit, oui, il faut qu'on en parle, il faut que les étudiants sont démoralisés, c'est très difficile, le taux d'échec est important. Et j'ai eu justement des messages sur LinkedIn, des courriels. Et il y a un qui m'a marqué, c'est une jeune femme qui m'a dit, j'avais arrêté mes études, mais je les reprends grâce à vous. Alors, je me suis dit, ben, c'est très bien, c'est possible. On peut concilier famille, études, travail. On peut être marié, avoir des enfants, étudier, travailler, se diplômer. Ce n'est pas facile. Alors, justement, c'était l'objet de ma prochaine question. Parce que je me dis, avec toute cette passion, tous ces objectifs que tu as, mère de 3 enfants, et puis on est arrivé là, je suppose que ça n'a pas été du tout facile. Les enjeux, tu sais, au quotidien. Est-ce que tu peux nous partager comment tu as vécu cela? Est-ce que ça a été, je dirais pas impossible, parce que ça n'a pas été impossible, la preuve. Mais c'est difficile. Mais c'est difficile. Est-ce que tu peux justement nous partager ton expérience? Oui, mais je pense que, je pense sincèrement qu'il faut prioriser. Après, il faut prioriser, je me dis ça tous les matins. Est-ce qu'on arrive à prioriser? Est-ce que je suis en mesure de le faire? Je laisse les autres me dire si je priorise ou pas. Mais il y a une chose qui est essentielle, c'est quand on est maman avant tout le reste. Je pense que j'étais maman avant tout le reste. Et j'ai accompagné mes filles. Est-ce que je suis la meilleure maman du monde? Je ne cherche pas à être la même. Pour moi, la meilleure maman du monde, c'est moi qui l'ai. C'est ma mère. Je ne peux pas égaler ma mère en termes de tout, de sacrifice pour justement nous permettre d'être là où nous sommes aujourd'hui. Mais j'ai essayé d'être une mère, une bonne mère, d'être là. Moi, j'ai 3 filles. Je n'ai pas de garçons. Je n'ai que 3 filles, puis je ne les changerai pour rien au monde. Mes grandes princesses. Oui. Et du coup, leur éducation religieuse, éducation culturelle, mes filles sont affranchies comme moi. Mes filles sont libres comme moi. On ne les canalise pas. Nous, on n'a pas besoin d'être validés par qui que ce soit. On ne les met pas dans des moules. Non, on ne nous met pas dans les moules. On ne nous dit pas, ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, si je fais un choix, je discute avec des collègues, je discute avec ma famille, je discute avec des amis, parce que je me dis, je n'ai pas le monopole de la vérité. Et j'ai besoin de contradictions, j'ai besoin d'être aidée, de me dire, ben, ça c'est bon, ça c'est pas bon, dans le respect et dans la cordialité. Mais je ne laisse personne sur cette terre-là me dire, ça, c'est ta ligne de barrière, tu ne la franchis pas. Je suis allergique à ça. Et ça, c'est ça que c'est comme ça, je pense que, enfin, j'ai produit des petits djellabas. Elles sont comme ça tous les jours. En parlant de tes filles. Ouais, c'est du syndicalisme à la maison. Et bientôt, avec les étudiantes et les étudiants des petits djellabas, hommes et des petits... Non, mais c'est n'importe quoi. Une belle communauté. Ce sont des rebelles à la maison. C'est, ouais, t'as pas le droit de faire ça. Ouais, j'ai des syndicalistes, j'ai des avocates à la maison. Ça bouille de toutes sortes de discussions. C'est des remises en question tout le temps. Et ça, c'est vivant. Mais il y a une chose, et je pense que là où je dois rendre grâce à Dieu, c'est qu'elles savent qui elles sont. En tout cas, je pense qu'elles savent. Après, elles ont fait des erreurs, puis elles vont continuer à faire des erreurs. Parce que moi, j'en fais, puis j'en continuerai d'en faire. Mais elles savent qui elles sont. Elles savent qu'elles se sentent très bien comme des Québécoises. Elles se définissent comme des Québécoises, mais elles connaissent leurs origines. Elles savent d'où elles viennent. Parce que je leur dis, il ne faut pas perdre ça à l'esprit, que vous avez une double culture, que vous avez une double identité. Il faut juste l'intégrer très jeune. Il faut pas dire aux enfants, vous êtes au Québec, vous n'êtes que des Québécoises. C'est faux. C'est vraiment, c'est faux. Et ça va créer ce qu'on appelle la double absence. À un moment donné, ils ne vont plus s'identifier comme des Québécois, ils ne vont pas s'identifier comme des... Il faut leur dire ce que vous êtes réellement, parce que la société, justement, va les regarder comme étant des Québécoises d'origine. Et on va te dire, ah, tu viens d'où? Ah, ben moi, je suis née à Montréal. Ouais, mais tes parents sont nés au Lac-Saint-Jean. Oui, mais tes grands-parents. En Haïti, oui, ça a du sens.
Vous voyez le Oui, link? Ça va ouais. aller très, très loin, mais au final, on finira par trouver l'origine. Donc, quand la personne se l'approprie, ça devient plus facile. Oui, C'est un plus, ce n'est pas un moins. c'est un bel enseignement, je trouve. C'est une richesse. Oui, c'est une... Voilà. Et c'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants. On parle beaucoup, on discute, on prend des décisions. Moi, les gens qui me connaissent me disent, mais ce sont tes copines. On n'est pas tout le temps d'accord. Hein, puis Je vous ai aperçu hier. on n'est pas tout le temps d'accord sur tout. Mais heureusement, parce que tu prônes le fait qu'on ne soit pas forcément d'accord sur tout, qu'il y ait des contradictions de temps en temps. Moi, je trouve que c'est excellent, ton parcours. Et si on revenait... parce que là, tu disais tout à l'heure que ton père est mouride. Je sais que nos auditeurs ne vont pas tous peut-être saisir ça. Mais toi, aujourd'hui, tu te définis comment par rapport à la spiritualité, si je peux l'appeler comme ça? Ouais. Ou je te laisse à ton aise définir. Ouais. Mais t'es un individu qui n'a pas de base solide, c'est un individu qui va être bousculé facilement. Mais s'il nous appartient toutes et tous de définir maintenant, c'est quoi ta base solide? Ton ancrage. Ton ancrage. Chacun est libre de dire, ben moi, c'est tous les matins, je vais arroser ma plante. C'est ça qui me donne mon équilibre. C'est important, c'est de la spiritualité. Un autre va dire, ben moi, tous les matins, je vais prier, mais je vais faire mes 2 rakas. C'est vraiment important. C'est son équilibre. Moi, je me définis comme talibé mouride. D'où les locks, justement. Pour rigoler. Ouais. Pour ne pas aller titiller nos certains frères. Nos certains frères, voilà. À distance. Oui, c'est ça. Mais je suis talibé. Moi, j'ai été élevée comme talibé mouride. Oui, d'accord. J'ai grandi comme talibé mouride. Et je pense que c'est l'une des meilleures choses que mes parents m'ont donné sur cette terre-là. C'est d'être talibé mouride. D'avoir les valeurs du mouridisme, de solidarité, de respect de l'individu, du travail comme valeur. La valeur travail. La valeur du travail. La réussite ne s'offre pas, ça se mérite. Et il n'y a pas de sous-métier, quel que soit le métier que tu vas faire, quand tu as envie de régler des... Et surtout de contribuer à l'effort collectif. C'est ce don de soi, partie de se dire, je me sens responsable de ce qui se passe et je dois y contribuer. C'est partie de cet ancrage solide que j'ai, mon link direct avec Serigne Touba, je pense, sincèrement. Et moi, je dis tout le temps, puis quand je parle avec mes collègues profs du Sénégal, justement, on me dit, mais quand tu arrives au Sénégal, la première chose que tu vas faire, c'est aller voir le Khalif général, Serigne Mountakha. Et ils me disent, mais c'est fou, en fait, tu as les deux, quoi. Tu valses dans les deux. Mais j'ai évolué dans un cadre où mon père valsait dans les deux, puis il était très équilibré. Et tu as retrouvé cet équilibre-là. C'est important. Ah oui, c'est quand tu me vois à Touba, je suis là, j'essaie d'être la bonne talibé en espérant que Moi, en tout cas, je suis en vrai comme ça, je suis toute ébahie et je me dis, waouh, ce qu'on voit à distance ou la lecture qu'on peut se faire sans faire de jugement. Hein, oui, non, mais clairement, baby. Puis quand on a ce link direct, là, cet échange, c'est waouh, c'est de la richesse. Et j'ai aussi envie de savoir, avant qu'on termine, par rapport à tes étudiants, par rapport au combat que tu as dû mener, sans rentrer dans la lecture de ce qui se passe au Sénégal, mais au niveau de l'éducation, je sais que c'est une valeur à laquelle tu tiens. Que peux-tu partager, en fait, là-dessus? Merci de me donner cette opportunité-là. Moi, quand je faisais ma thèse de doctorat, j'ai mis en place un groupe de recherche. Comme je dis tout le temps, je dis à mes collègues, je fais n'importe quoi, mes amis, je fais juste n'importe quoi. Quand on fait une thèse de doctorat, on fait une thèse de doctorat, on ne crée pas un centre de recherche. Moi, je l'ai faite. Je l'ai faite en faisant ma thèse de doctorat, qui est une thèse en parallèle normative, juridique. Je suis allée sur le terrain justement pour collecter des données jurisprudentielles. Et comme à l'époque, je coordonnais un groupe de recherche, alors je me suis dit c'est important qu'on mette en place un groupe de recherche avec une perspective différente sur les migrations. C'est pourquoi j'ai créé l'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides, l'asile, l'OMIRAS, qui est à l'UQAM, un groupe de recherche avec 17 experts, chercheurs de l'UQAM, mais de l'Université Laval, Sherbrooke, Collège militaire royal, Ottawa, au Sénégal, et ça s'élargit.
une trentaine de chercheurs, de jeunes chercheurs qui sont un peu partout à travers le monde. D'accord. On développe 4 axes, l'immigration, l'asile, les apatridés et l'immigration climatique, où on travaille fort. Donc, on est dans la formation de la relève, dans l'éducation, pour répondre justement à la question. Vous savez, si on veut réussir, là, à un moment donné, il va falloir qu'on se regarde les yeux dans les yeux, puis qu'on se dise, on se définit des objectifs, quels sont les moyens qu'on a pour y arriver. La paresse ne nous mènera nulle part. Les batailles que nous menons là, internes, puis Fanta et les Djenaba, ça ne nous mènera nulle part. C'est une limite. La sororité entre les femmes, ça nous permet d'avancer, d'évoluer. C'est très important. Parce que chacune d'entre nous s'épanouit dans sa carrière, que nous soyons des enseignantes, que nous soyons des cuisinières, qu'importe ce que nous faisons, des entrepreneurs, qu'importe ce que nous faisons, on doit être bien là-dedans, on doit être soutenu là-dedans parce qu'on a besoin des unes des autres pour avancer. La jeunesse, on est dans un tournant important. La moitié de la population mondiale est féminine. En Afrique, d'ici 2050, 60%, 70% de la population est jeune. Elle est déjà jeune, elle va l'être davantage. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le futur de l'Afrique, le futur de notre continent, le futur du monde, parce que quand on peut regarder, donc je te donne d'autres exemples, la démographie, ça croît sur d'autres, des pays où il y a le taux de croissance est en train de diminuer. C'est un équilibre mondial. Ensemble, on peut pas être isolé, on peut pas évoluer en étant isolé. Il faut qu'on rentre dans cette grande famille de la communauté internationale avec justement la gestion de nos intérêts propres. Et c'est là où c'est important, quand je disais c'est quoi nos objectifs et quels sont les moyens pour y arriver. Si on veut avancer, c'est-à-dire si on se dit dans 100 ans, on veut voir l'Afrique où? À quel niveau? Point de vue développement personnel, développement sociétal, en termes de développement économique, etc. Mais qui sont les Africains qui vont représenter? Qui sont les femmes africaines qui vont représenter cette Afrique-là? Qui vont prendre la relève. Qui vont prendre la relève. Ces gens, cette jeunesse-là, il faut la former maintenant. Mais pour la former, je ne crée rien de nouveau là. C'est documenté, c'est dans la littérature, mais en plus, c'est ce que nous, on a appris en étant des jeunes filles à travers des modèles que ce soit religieux, sociétaux, culturels et surtout scientifiques avec Cheikh Anta Diop, etc., entre autres, France Fanon, qui nous ont tiré, qui nous ont donné des outils nécessaires pour nous affranchir et aller de l'avant. Cette jeunesse-là doit comprendre une chose. Rien ne tombera du ciel. Il n'y a personne, il n'y a pas un être humain unique qui est capable de régler le problème. Il n'y en a pas. Oubliez ça. D'où l'intelligence collective et la délégation dont tu parlais, que tu as soulevé tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a certainement un leader, parce qu'il faut toujours un chauffeur pour mener le train à bon port. Mais faudrait-il d'abord qu'il y ait un contrôleur, il faudrait-il d'abord quelqu'un qui met l'essence ou le gaz ou le pétrole, il faudrait qu'il y ait des gens qui vendent des billets, qu'il y ait des passagers. Et sinon, le train va rouler tout seul, puis arriver, ou peut-être ne pas arriver. Ou peut-être ne pas arriver. Parce que s'il y a personne qui met de l'énergie pour que le train roule, ça ne roulera pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire concrètement qu'on est dans un tournant décisif, où on doit prendre nos responsabilités, prendre des décisions qu'il faut. Les décisions qu'il faut, c'est que le Sénégal nous appartient. À tout et aussi. Il n'y a pas un là qui peut se dire, ben moi, le Sénégal, c'est moi. Le Sénégal nous appartient. Si aujourd'hui, le Sénégal devait être vendu, on aurait toute notre petite parcelle, notre 400 000 là, qu'on nous promettait il y a quelques années. Oui. Peut-être. Peut-être. Alors, dans cette perspective-là, il faut qu'on respecte les choix des uns et des autres. C'est vraiment important. Il faut qu'on accepte qu'on est différent. Il faut qu'on accepte que le système de valeurs n'est pas unique. On a des systèmes de valeurs qui sont différents. Et dans le respect de la diversité des choix des uns et des autres, on va former un tout pour y arriver. Un écosystème qui peut avoir... Exactement. Qui peut être performant. Mais oui, d'autant plus que, comme je le dis, on ne peut pas toutes et tous faire de la politique. Ça n'a pas d'allure. Il y a des gens qui sont en mesure de faire de la politique, laissons-les faire de la politique. Par contre, il y a des chercheurs, il y a des entrepreneurs, il y a des maçons, tout le monde. Au final, je peux donner l'exemple du Mali, du Burkina, je donne l'exemple du Sénégal, parce que comme je sais que l'entrevue tire à sa fin, pour dire à cette jeunesse sénégalaise-là,
Parce que dans mon domaine de recherche, il y a quelques années, je suis allée en 2016, il y a 10 ans, je suis allée au Maroc, à Tanger, où je devais rencontrer justement la communauté. Je devais rencontrer les migrants. Donc, j'ai eu la chance d'être hébergée dans un hôtel qui est au cœur du souk, l'ancien marché de Tanger, Oui. où je sors de mon hôtel, je suis en face du restaurant sénégalais, où j'ai rencontré les subsahariens tous les jours, matin, midi, soir. Puis je suis rentrée traumatisée de ce que j'entendais, de ce que je voyais. Des gens avec qui tu mangeais en plein midi, puis en soirée, on t'annonçait, ou le lendemain, on t'annonçait qu'ils sont morts parce qu'ils étaient dans la... Vous avez pris la... Exactement, ils sont partis en soirée pour se rendre en Espagne, puis il y a eu un chavirement, puis il y a eu des décès. Ce désespoir-là, dans un continent qui est extrêmement riche en capital humain, mais en ressources minières, en ressources, en minerais, en toutes sortes de ressources, OK? Dans un continent ou dans un pays où on a un ancrage social, culturel solide, politique solide, ça, je l'ai vécu. Ça m'avait traumatisée. Et c'est comme je le dis, c'est mon domaine de recherche, l'immigration irrégulière, la dimension juridique et interdisciplinaire. Alors, j'ai envie de dire à cette jeunesse-là, on peut le faire, mais regardez l'essentiel. Et restons unis peut-être. Mais c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est, comme je l'ai mentionné, il nous faut toutes et tous réunir à l'intérieur de cette grande famille-là pour mener à bon port le Sénégal. Et il faut savoir aussi dissocier et respecter les choix. Je pense que c'est là l'enjeu le plus difficile au Sénégal. Oui. Parfois, on m'interpelle en me disant, mais est-ce que tu parles pourquoi tu ne parles pas de politique? Justement, je sais qu'en tant que professeur, je me suis dit, on va éviter ce sujet-là, mais oui, tu peux donner ton point de vue. Effectivement, l'entretien tire à sa fin. Et puis, quel message tu enverrais à toute cette jeunesse-là dont on a parlé, et particulièrement aux femmes? Cohésion, sororité et cohésion. Cohésion, l'unité, beaucoup de cohésion, beaucoup d'unité et beaucoup de respect des différences. On se bat on lutte contre les discriminations raciales, de genre, et on veut clouer le bec aux gens qui parlent différemment, aux gens qui ont des opinions différentes. Cela ne passe pas, cela ne marche pas. On est libre de nous positionner sur des enjeux qui nous interpellent. Peut-être on n'a pas de parti de politique, on n'a pas besoin de s'impliquer, mais on le fait. La politique, on le fait tous les jours, là. On est dans l'espace, dans l'écosystème, on prend des décisions, on contribue à la prise de décision. Donc, on fait de la politique, même si c'est d'une manière indirecte. Donc, on ne peut pas nous effacer. Puis, on a un rôle, on a une responsabilité aussi. Si les choses vont bien, tout le monde est content. Si les choses ne vont pas bien, tout le monde est responsable. Empathie, mais tout le monde aussi est responsable. Donc, on a notre place dans l'espace public. Et moi, comme je le dis souvent, j'essaie de trouver le meilleur moyen qui peut permettre d'arriver. Je donne un exemple très concret. Pendant la grosse crise de 2024, où il y avait beaucoup d'initiatives, etc., j'avais pris la décision, après avoir discuté, comme je le fais tout le temps, avec des amis. Et on a pu on a réglé pas mal de problèmes. On a réglé pas mal de problèmes dans le sens que quand il y a quelque chose qui survenait et que je savais que je pouvais réagir ou je pouvais aider d'une manière ou d'une autre, je le fais. Comme vous, comme les autres. Maintenant, est-ce que, rendu où là on est rendu en 2026, on n'a pas le droit de se prononcer sur ce qui se passe au Sénégal? Si les gens pensent qu'ils peuvent nous empêcher de parler ou nous pousser à parler ou parler pour... Ils se trompent littéralement. Surtout concernant professeur Dieynaba. Ah non, oubliez ça. Moi, la personne qui va le faire n'est pas encore née. Honnêtement, moi, comme je le dis, je suis libre et on n'insulte pas mon intelligence. Je peux faire des choix erronés, puis j'en fais tout le temps. Tant mieux. Mais c'est moi qui fais mes choix. Puis si je me trompe, je me suis trompée. Et je m'en voudrais à mort, mais ça va être moi. Je l'ai fait parce que c'est moi qui ai décidé de le faire.
Et dans mon cheminement, ici comme au Sénégal, les gens qui me connaissent, ils n'ont pas de problème avec ça. Et puis, ils savent que je ne suis pas là pour qui que ce soit. Moi, je suis là pour que les choses fonctionnent. Et quand je vois que les choses fonctionnent, je le dis, les choses fonctionnent. Mais quand ça ne fonctionne pas? Quand je vois que les choses s'enlisent, qu'on ne va nulle part, qu'on n'a pas d'avenue, que tout est mêlé, il faut qu'on se réveille, là. Parce que j'ai l'impression que présentement, ça fait très mal. Et quand ça fait mal, il y a 2 choses qu'il faut faire. Ou bien on garde cette souffrance-là, puis on fait semblant que tout fonctionne, ou bien on met tout sur la table, on fait un cercle de table, comme on dit, en famille, on met le problème, on en discute et on avance. Puis dans l'histoire du monde, les communautés qui ont réussi leur passage, ou qui ont réussi à passer au travers de ce tournant-là, dans lequel nous vivons présentement au Sénégal, c'est justement, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a pris l'initiative de mettre tout le monde autour de la table et de dire, c'est quoi le problème? Et oublions nos intérêts personnels et travaillons pour la patrie. Travailler pour la patrie, ce n'est pas investir des milliards pour que les choses fonctionnent. C'est chacun d'entre nous, dans son domaine, de faire en sorte que la personne qui est à côté va pouvoir avancer dans son rythme. Si chacun fait ça de son côté, et on finira par avoir des gens compétitifs, des gens... Il faut se former. On veut être mécanicien. Allez-y à l'école pour avoir un diplôme. On va me dire, les diplômes. Mais les diplômes, ce n'est pas le document. Non. Ce sont les connaissances, l'expertise. Quand je dis se former, c'est avoir les expertises, les connaissances. C'est d'être prêt pour qu'au moment où on a besoin de vous, et vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire et donner des livrables. Donner des résultats. Des résultats concrets. Ouais. Quand je dis livrables, c'est vraiment des résultats concrets. On ne peut plus se permettre. Le monde, on est dans un contexte international très mouvant où tout est chamboulé. Oui, surtout à l'heure actuelle. Exact. Tout est chamboulé. Donc, on a une responsabilité. Nous, le Sénégal ne peut pas rester à la traîne. L'Afrique non plus ne peut pas rester à la traîne. On a notre place dans l'échiquier mondial. C'est à nous d'aller le chercher. Personne ne le fera à notre place, malheureusement. C'est à nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci de t'être déplacé. Surtout, ce n'était pas évident. Et je te remercie du fond du cœur pour ce moment de vérité et d'authenticité. Et j'espère que ce ne sera pas la première et la dernière fois. On aura le temps d'explorer d'autres sujets. Merci beaucoup. Et juste avant ton dernier mot de la fin, je voudrais te remettre en fait les produits de Kirwell qui sont des produits naturels. Merci. Est-ce que je peux sortir? Oui, si tu veux. Ouais, je fais de la publicité, je m'en fous, mais... là, 100% naturel. Oui, 100% naturel. Wow. T'en as pour le corps, savon pour le corps et pour J'en ai besoin. En plus, tu vois les rides là, j'ai besoin de ça. Et il faudra revenir sur des critiques qui aideront à l'améliorer. Merci beaucoup vraiment pour l'intervention et puis le partage d'expériences riches, ton parcours. Ouais. Moi, je suis très fan là aujourd'hui. Pour moi, ça fait ma journée en fait. Donc merci et si tu peux juste nous dire en fait quelques mots avant qu'on puisse. Mais merci Fanta, puis bravo, félicitations. Merci. Moi, j'aime voir du monde qui bouge. J'avoue que c'est un moment un peu compliqué là pour mon agenda, mais je me dis on a aussi une responsabilité d'aider les autres à avancer. Et c'est un projet collectif. Il faut être généreux pour aller chercher des profils, pour essayer de les mettre en lumière, sachant que voilà, la finalité c'est justement faire en sorte que les autres qui sont dans des moments de doute, d'incertitude, de savoir que c'est possible de le faire. C'est possible. C'est possible. Merci. C'est comme if you can dream, you can do it. Yes. C'est vraiment possible. On est capable de le faire. Donc, je te remercie. Je remercie ton équipe pour l'accueil très chaleureux, pour la disponibilité et de me donner justement cette tribune-là pour parler, discuter, échanger de manière très, très honnête. La seule chose qui nous intéresse, nous, c'est que les choses avancent. Oui. Et les choses vont avancer d'une manière ou d'une autre. Ça avancera. De toute façon. Merci beaucoup. Donc, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont suivi et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci beaucoup.